Bienvenue à cette grande édition du journal à langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Dilidandi. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité. Le 56e Forum économique mondial se déroule en ce moment même à Davos, en Suisse, afin de trouver des solutions aux défis mondiaux actuels. Le Rwanda participe également à ce sommet qui s'est ouvert lundi et la délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Olivier Nduhungirehe, la ministre des Technologies de l'Information, de la Communication et de l'Innovation, Paola Ingabire, et le directeur général de l'Office rwandais pour la promotion du développement, à la DB en sigle et en anglais, Jean-Guy Africa. Le ministre Nduhungirehe a déclaré à Arabié que le Rwanda a porté au sommet son expérience en matière de développement économique et technologique. Il a également indiqué que durant le sommet, le pays allait s'entretenir avec les autres nations de la planète afin de renforcer la coopération. Le sommet, qui devrait réunir 3000 personnes de 130 pays, dont 400 PDG et plus de 60 chefs d'État et de gouvernement, est placé sous le signe du dialogue. Il intervient à un moment où le monde est confronté à de nombreux défis politiques, économiques et autres. La clôture du forum est prévue ce vendredi. Et puis, une équipe d'experts en construction des forces rwandaises de défense a officiellement lancé les travaux conjoints de réhabilitation et de reconstruction des infrastructures endommagées par les catastrophes naturelles en Jamaïque. Le point avec Jean-Damascène Manichim. Ces travaux menés par les forces rwandaises de défense en collaboration avec leurs homologues des forces de défense de la Jamaïque ont débuté par la ville de Montego Bay, dans la paroisse Saint-James, en Jamaïque. Ces travaux ont débuté par la réparation et la reconstruction des maisons des citoyens affectés par l'ouragan Mélissa. Ils constituent le point de départ des activités humanitaires destinées aux familles touchées par cette catastrophe. Cette coopération illustre l'excellente collaboration entre les forces armées des deux pays dans le soutien au programme du gouvernement jamaïcain visant la reconstruction et la gestion des conséquences des catastrophes naturelles. Les activités conjointes de réhabilitation des habitations endommagées menées par les forces rwandaises de défense et celles de la Jamaïque contribueront à l'amélioration des conditions de vie des familles affectées par l'ouragan. Le commandant de l'équipe des forces rwandaises de défense engagées dans les opérations humanitaires en Jamaïque, le colonel Moses Kaigamba, a déclaré que la mission des forces rwandaises va au-delà de la simple réhabilitation des infrastructures. Elle reflète également la valeur de la coopération, de la solidarité avec la population jamaïcaine et la contribution au renforcement des capacités de résilience face aux catastrophes à long terme. Il a souligné que les travaux de réhabilitation et de reconstruction des infrastructures sont réalisés en étroite collaboration avec les autorités locales jamaïcaines ainsi qu'avec les forces de défense de la Jamaïque, afin de garantir que l'aide fournie corresponde aux besoins urgents et s'aligne sur la stratégie nationale de la Jamaïque pour faire face aux impacts de l'ouragan Mélissa. Le déploiement d'une équipe des forces rwandaises spécialisées dans le domaine de la construction en Jamaïque témoigne de l'engagement du Rwanda en faveur de l'unité, de la coopération et des actions humanitaires au niveau international, dans la lutte contre les catastrophes naturelles et leurs conséquences qui continuent de menacer la vie des populations. Et puis un groupe de 6 soldats et policiers des forces de défense rwandaises, RADF, et de la police nationale se trouve au siège des Nations Unies à New York, aux États-Unis, pour une réunion consacrée à l'étude des équipements et des personnels déployés dans le cadre des missions de maintien de la paix à travers le monde. Cette réunion rassemble des pays contributeurs de troupes et des forces de police aux missions de maintien de la paix et des Nations Unies afin d'examiner les questions relatives aux équipements et à leur mise en disposition pour les missions onusiennes dans différentes régions du monde. Le conseiller militaire de sécurité de Rwanda auprès des Nations Unies, le colonel Deo Mutabazi, a indiqué aux participants de cette réunion qui se tient à un moment critique pour les opérations de maintien de la paix en raison de la crise économique qui a entraîné une réduction des effectifs et des équipements ainsi que d'une incertitude quant à l'avenir.
La communauté sénégalaise vivant à Kigali continue de faire vivre sa culture et de préserver un lien fort avec son pays d'origine, tout en s'intégrant pleinement dans la société rwandaise. Reportage de Jean-Benoît Michel. Installés à Kigali pour diverses raisons, les Sénégalais disent apprécier la sécurité, l'organisation et la tranquillité de la ville de Kigali. Ils évoquent également un bon accueil de la part des Rwandais. Thiam Mal est le président de cette communauté sénégalaise résidant au Rwanda. La relation Rwanda-Sénégal, c'est une relation qui a été très bien. Et c'est une relation vraiment que tous les Sénégalais vivant ici, ils ont apprécié. Nous sommes arrivés ici, on nous a accueillis bras ouverts, on n'a aucun problème, on a une sécurité qui est très forte ici. C'est quelque chose dont j'ai toujours dit, on a une sécurité qui a été très forte ici, donc, et puis on nous facilite la tâche de travailler comme nous voulons, on nous facilite aussi la tâche de vivre ensemble avec les Rwandais. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous dites quoi. C'est-à-dire, on se sent chez nous aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est une relation qui a été faite par nos autorités, nos présidents, disons. Voilà, ils ont bien tissé, entre les deux pays, ils ont bien tissé le lien là-bas. Ces différences culturelles sont vues comme une opportunité d'apprentissage et d'enrichissement mutuel. Pour maintenir le lien avec le Sénégal, la communauté organise régulièrement des rencontres culturelles, autour de la musique, de la danse et de la gastronomie sénégalaise. Ces activités permettent de préserver l'identité culturelle tout en favorisant l'ouverture et les échanges avec les autres communautés vivant au Rwanda. Nous organisons des événements religieux, et surtout ce qu'on appelle le Magal Touba, le 4 avril, la fête de l'indépendance du Sénégal, avec aussi le Mawlud aussi, pour la fête de Tidjania. Tous sont des fêtes dont on les organise chaque année ici au Rwanda. On invite des Rwandais, on invite certains pays, même de voisins comme les Burundais, ils viennent ici, des choses pareilles, quoi. Mais autre chose comme ce qu'on appelle l'événement culturel, on est là pour voir comment on va pouvoir essayer d'organiser des événements culturels. Pouvoir inviter nos artistes sénégalais, venir ici et puis essayer de jouer ici. C'est une fois qu'on a eu notre grand chanteur du nom de Youssou Ndour qui a une fois été ici. Ça aussi, c'était le jour de la nomination des gorillas, des gorilles ici. C'était ce moment-là qu'il était là. Et puis, c'était vraiment bien passé. Tout le monde appréciait. Il y avait même madame, la femme du président, était là-bas. Vous voyez? Donc, c'est des choses qu'on avait voulu. On est en cours de ça. On a beaucoup de chanteurs dont on envisage les faire venir ici pour qu'on puisse essayer d'exploiter notre culture, nos danses, nos habillements, tout ici au Rwanda. Les membres de la communauté sénégalaise portent un regard positif sur les relations entre le Rwanda et le Sénégal, aussi bien sur le plan économique que mutuel. Ils estiment que ces relations offrent des opportunités de coopération et de développement. Kouliba Diop est membre de la communauté sénégalaise et évoque les plans à venir. Un plan stratégique de développement de l'association des Sénégalais du Rwanda. Et dans ce plan stratégique, on retrouve par exemple, parce qu'on parlait tout à l'heure des relations entre les deux pays, dans le plan stratégique, il est question par exemple de consolider ces liens entre les deux pays à travers par exemple la création ici au Rwanda d'une grande maison du Sénégal au Rwanda qui va être une sorte de vitrine du Sénégal carrément au Rwanda. Qui permettra carrément de véhiculer des messages sur le plan culturel notamment, sur le plan économique, etc. Et ça permettra également de créer une création d'emplois. Dans le plan stratégique également, on retrouvera des activités liées à l'insertion socio-professionnelle des jeunes Sénégalais qui sont ici au Rwanda ou bien des pères de famille qui ont eu des enfants et qui ont eu peut-être des difficultés d'insertion.
Entre intégration au Rwanda et attachement profond au Sénégal, la communauté sénégalaise au Rwanda continue de jouer un rôle actif dans le rapprochement des peuples et des cultures. Le Rwanda et le Sénégal entretiennent des relations diplomatiques basées sur le respect mutuel, la paix et la stabilité régionale. Les deux pays partagent des positions proches sur plusieurs questions africaines, notamment la bonne gouvernance, la réforme des institutions africaines et la promotion des solutions africaines aux problèmes du continent. Ils collaborent activement au sein de l'Union africaine, de la francophonie et d'autres organisations internationales. Les analystes de questions de sécurité dans la région de Grand Lac soulignent les faiblesses de la médiation au niveau africain ainsi que le manque de volonté politique de l'État congolais comme faisant partie des principales causes du ralentissement dans la mise en œuvre des accords visant le rétablissement de la paix. Jean Damascène, Manichimwe, reportage. Jour après jour, le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo prend de l'ampleur, alors même qu'au niveau africain et international, plusieurs initiatives et mécanismes ont été mis en place pour tenter d'apporter une solution durable à cette crise. Les analystes de cette situation estiment que la racine du problème repose en grande partie sur le fait que l'État congolais a accepté de fonder sa gouvernance sur une idéologie génocidaire. Depuis les processus de Nairobi et de Rwanda, qui ont ensuite été fusionnés et placés sous la médiation africaine, les résultats obtenus sont jugés en deçà des attentes. Le professeur Tombora Gustave estime que cela est dû en grande partie aux intérêts personnels de certains acteurs impliqués dans la médiation. Ces analystes soulignent en outre que le manque d'impartialité dans les mécanismes de paix et de sécurité discrédite les accords signés et les engagements pris par les parties concernées. Tant dans les déclarations publiques que dans les clauses contenues dans des accords de paix, l'État congolais reconnaît sa responsabilité dans la mise en œuvre de ces accords. Toutefois, l'ambassadeur Joseph Mutaboba indique que l'absence d'une volonté réelle et totale d'honorer ces engagements constitue la principale cause du blocage de leur application. Il y a deux choses. La première, c'est qu'il n'y a pas de volonté politique au niveau du gouvernement de Kinshasa jusqu'à-là, et c'est prouvé, et je peux démontrer ça scientifiquement, à travers toutes les résolutions des conseils de sécurité. Rien n'a été fait. Ou s'ils ont essayé de faire quelque chose, ils l'ont fait timidement, mais en essayant aussi en même temps de soudoyer pour que rien ne se fasse. Le deuxième aspect de ça, c'est que le même conseil de sécurité aussi, qui a voté année après année toutes ces résolutions, jusqu'à aujourd'hui, je peux le démontrer scientifiquement aussi, rien n'a été fait et je ne crois pas que quelque chose de miracle va être fait après le vote de 28-08. Donc la situation pour moi est toujours la même. Ça évolue autour des intérêts de chacun et de certains membres du Conseil, de certains pays et des intérêts ou le manque de volonté politique au niveau de Kinshasa. Donc, tantôt on vous dit on renouvelle le mandat de Monouk, on l'a appelé plusieurs noms, mais rien ne change. Oh, on va chasser la MONUSCO. Ça, on a vu à la télé. Mais ils sont là maintenant, on leur donne un nouveau mandat. Oui, ça. Quelque chose se trame derrière les rideaux. Ce qu'on disait négatif hier, oh, il faut chasser la MONUSCO. Aujourd'hui, ça devient positif. Il faut renouveler le mandat, il faut donner l'autre mandat. Moi, je suis très pessimiste parce que jusque-là, rien n'est fait, rien n'est visible pour montrer qu'il y a la volonté politique de pouvoir le faire et il y a une volonté manifeste de renforcer l'application, la mise en application de ces résolutions de la part de ceux-là qui votent les résolutions du Conseil de sécurité. Donc, la volonté politique des membres du Conseil de sécurité, la volonté politique du gouvernement de Kinshasa doivent se manifester de façon positive. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale du Rwanda, l'ambassadeur Olivier Nduhungirehe, a à maintes reprises souligné
le rôle de la communauté internationale qu'il accuse de fermer volontairement les yeux sur les actions du gouvernement congolais, notamment la violation délibérée des accords de paix et la poursuite de violences contre sa propre population, en particulier les populations congolaises d'expression Kinyarwanda. À plusieurs reprises, au cours de l'année 2025, le gouvernement congolais et le groupe AFC M23 se sont rencontrés lors des négociations à Doha au Qatar et se sont accordés sur un cessez-le-feu. Cependant, cet accord n'a jamais été effectivement mis en œuvre. À Washington, aux États-Unis, un accord de paix et de coopération économique a également été signé entre la RDC et le Rwanda fin décembre dernier, incluant le démantèlement définitif du groupe terroriste FDLR. Malgré cela, jusqu'à présent, le gouvernement de la République démocratique du Congo continue de collaborer et d'entretenir ce groupe des génocidaires FDLR. Parlons à présent éducation. Depuis plus de 2 ans, 70 000 élèves ayant abandonné l'école ont réintégré dans le système éducatif. L'objectif est qu'au cours des 5 prochaines années, plus de 180 000 enfants retournent à l'école et s'y maintiennent durablement. Jean-Benoît Michel pour plus de détails. En 3e année du primaire à l'école groupe scolaire Rocheche, situé dans le secteur de Masaka, district de Kichukiro, étudie Rugwiro Eric. Il fait partie de 26 élèves de cet établissement qui avaient abandonné l'école et qui y sont aujourd'hui de retour grâce au projet Zero Out of School à Wanawosewige, que tous les enfants aillent à l'école. Sa mère explique les raisons de cet abandon. En raison d'un handicap dont il souffrait, il lui était difficile de bien s'intégrer avec les autres enfants. Sa situation de santé a conduit son retour à la maison et, par conséquent, son abandon scolaire. Outre le handicap, le manque de suivi parental, certaines perceptions culturelles ainsi que le manque de fournitures scolaires figurent parmi les principales causes de l'abandon scolaire selon l'administration de groupe scolaire de Rusheshe. impamvu nyamukuru iyo urebye nk'uko tuhita tugiramo abana barindwi bafite ubumuga umwana yarazaga hanyuma ugasanga ntiyisanze ku ishuri yaza. La principale raison reste la présence des enfants en situation de handicap, qui se sentent parfois exclus. On constate également un manque d'accompagnement de la part de certains parents. À cela s'ajoutent les difficultés économiques. L'enfant manque de matériel scolaire, quitte l'école et finit par abandonner définitivement. Pour apporter une solution durable à ce problème, le ministère de l'Éducation, à travers le projet Zero Out of School à Wanawosewige, mis en œuvre par Save the Children Rwanda, a déjà permis en 2 ans le retour à l'école de plus de 70 000 élèves. L'objectif est de réintégrer tous les enfants recensés et garantir leur maintien à l'école jusqu'à la fin de leur scolarité. Ndaraye Paulin, coordinateur du projet, s'exprime à ce sujet. Imyaka ibiri tuwushyira mu bikorwa tumaze kugera ku bintu bitandukanye aho twabaruye abana barenga. Cela fait maintenant 2 ans que nous mettons en œuvre ce programme de réintégration scolaire. Nous avons recensé plus de 189 000 enfants hors du système scolaire. Parmi eux, plus de 70 000 ont déjà été réinsérés et nous poursuivons les efforts pour atteindre les autres, notamment ceux affrontés à la pauvreté, aux conflits familiaux ou au manque de fournitures scolaires. Parmi les élèves qui sont réintégrés, plus de 24 sont des enfants en situation de handicap, dont certains avaient abandonné l'école à cause de perceptions négatives de leurs parents. Le projet Zero Out of School est mis en œuvre en partenariat avec l'État du Qatar à travers l'organisation Education Above All. C'est donc avec cette page internationale que nous allons mettre un point final à cette grande édition du journal à langue française. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné dans cette édition, je vous souhaite de passer une excellente fin d'après-midi.